Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour le lancement officiel de la campagne Place au débat 2021, Up for Debate 2021. Avant d'introduire notre animatrice aujourd'hui, je veux partager quelques conseils. Donc, il y a un service d'interprétation anglais-français, français-anglais, pour celles et pour ceux qui écoutent via la plateforme Zoom. Malheureusement, pas disponible sur Facebook. Pour y accéder, cliquez sur l'icône Interprétation et choisissez l'anglais ou le français. Également, il y a un service de sous-titrage disponible en anglais seulement. Pour y accéder, cliquez sur l'icône CC ou sous-titres, dépendamment de la langue de votre plateforme. Pour poser une question, veuillez les écrire dans la fonction question ou Q&A sur Zoom ou dans les commentaires si vous écoutez via Facebook. Nous allons en répondre à quelques-unes vers la fin de la discussion. Ce webinaire est enregistré et sera partagé sur le site web, donc upfordebate.ca, ainsi que sur YouTube et nos médias sociaux. Donc, pour ne pas prendre plus de temps, j'aimerais passer le micro à notre chère animatrice Mary Clark Walker, après que je lis un peu sur elle. Donc, Marie est auteure publiée, vice-présidente du mouvement syndical d'un parti politique national et première femme racisée à occuper le poste de secrétaire trésorière du Congrès du travail du Canada. Elle fut la première femme racisée à être élue vice-présidente exécutive et la plus jeune dirigeante dans l'histoire du CTC. Marie a occupé les fonctions de vice-présidente exécutive pendant 5 mandats avant d'être élue secrétaire trésorière en 2017. Donc, bienvenue Marie et je passe le micro à vous. Thank you, Jackie, and hello, everyone. Merci, Jackie, et bienvenue tout le monde. Bienvenue à notre événement pour lancer notre événement sur le débat fédéral. Et moi, je suis le secrétaire trésorier au Congrès du travail au Canada. Et moi, je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'aimerais saluer les territoires autochtones. Pendant que je fais ça, si vous trouvez également dans les territoires autochtones d'où vous vous joignez à cette réunion, je vous invite à prendre un moment de reconnaître l'honneur et observer un moment de gratitude pour l'immense privilège qu'on avait de travailler et vivre sur les territoires. Moi, je viens des territoires traditionnels de Huron-Wendat, Anishinaabe, Chippewa, Confédération, Haudenosaunee et récemment des Mississauga, des Premières Nations des Rivières-Cries. Ce nation et ce territoire agit en entente de Saint-Wantum, One Spoon, One Dish, en entente de vise à partager paisiblement et prendre soin du terre et des ressources. Les autres nations autochtones et tous les colons, y compris, ont invité à adhérer à cet pacte dans le respect et le paix et amitié. Aujourd'hui, Toronto, maintenant connu comme Toronto, c'est régi par le traité numéro 13, abrite de nombreuses nations autochtones, tout sur l'île de Têtu, y compris les Inuits et les Métis. Je suis consciente de tous les contacts rompus, mais je veux essayer d'enforcer à les corriger. Beaucoup d'entre nous sont venus ici tant que colons, des migrants, des nouveaux arrivants. J'aimerais également saluer que ceux et celles qui sont venus ici et il faut comprendre qu'on est tous connectés à travers tout le monde qui est venu sur l'île de Tortue. Alors, j'aimerais commencer tout de suite. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence sur le point que notre économie dépend sur le travail rémunéré et non rémunéré des femmes, des filles, des trans, des cis, des personnes bispirituelles et non binaires. Par contre, peu a été fait pour les protéger notre sécurité et fournir des filets de sécurité sociale. La violence sexiste a augmenté d'une façon spectaculaire et surtout les femmes autochtones, noires, racisées, nouvelles arrivantes, migrantes, réfugiées, les personnes sans statut, handicapées étaient touchées encore plus par la pandémie. Le
COVID a menacé les décennies des gains pour l'égalité économique et la sécurité des femmes. Dans ce gouvernement minoritaire et cette situation, on a besoin d'être prêt pour une élection fédérale. Sans doute, vous avez également entendu les rumeurs d'une élection surprise inévitable en 2021. C'est pourquoi l'Alliance Place au débat est de retour. Et pour nous, pour penser aux élections, on a créé cette panel pour discuter le budget de 2021, son impact sur les droits de la femme et la justice de genre, et la façon que nous puissions utiliser ça comme tremplin pour organiser et susciter les débats dans tous les partis fédéraux. Alors, j'ai le plaisir d'être rejoint aujourd'hui par 5 panélistes brillantes. Alex Nelson. Alex est une organisatrice communautaire dévouée et un candidat de doctorat à University Western, dont ses recherches explorent le genre, l'itinérance, la politique de logement. Yel siège au comité directeur des réseaux d'itinérance et les logements femmes. Bienvenue, Alex. On a aussi Anjum Sultana. Anjum est primée en matière d'affaires publiques, des commentaires des médias, des conférences et des chercheurs spécialisés dans l'équité des genres, santé publique, engagement civique. Elle est la directrice nationale des politiques publiques et les stratégies de communication à YMCA Canada et la co-autrice d'un Feminist Recovery Plan, un relance économique féministe. On a Dr. Diara Traoré. Elle est une militante d'égalité entre les genres depuis les derniers 15 ans. Tant qu'universitaire, travailleuse communautaire, formatrice, éducatrice en la féminisme intersexuelle. Elle est aussi la directrice associée au Conseil canadien des réfugiés. Catherine Scott est la directrice du travail à CCP à l'égalité des genres et politique publique. Elle travaille dans le secteur communautaire comme chercheuse rédactrice militante depuis les dernières 25 ans. Elle travaille actuellement sur les projets qui suivent l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les femmes et leur future sécurité économique. Et on a ensuite Mona Ballantyne. Elle est la directrice d'un enfant, une place. Elle a commencé à plaidoyer pour un nombre de grands services à l'enfance. Mona était sur un groupe d'experts de gouvernement fédéral et donné de manière recherche, apprentissage des gardes des jeunes enfants et de travailler sur les questions des femmes dans l'économie. Alors maintenant, bienvenue à tout le monde. Pour le comité de Place au débat sont présents pour aider à modérer le chat. Elles organiseront les questions reçues dans le chat et les boîtes et les différentes plateformes de Facebook et Zoom et elles vont m'envoyer ces questions et puis on va avoir la chance de poser ces questions ensemble. J'aimerais aussi vous rappeler que les messages haineux des participantes ne seront pas tolérés, compris les propos racistes, sexistes, homophobes, transphobes, capacitistes ou tout autre langage discriminatoire ou violent dans l'intention. En tant que tel, nous réservons le droit d'expulser de notre événement tout participant qui contribue à ce genre de comportement. Et avec ça, nous commencerons. Alors, pour notre première série de questions, nous allons déborder le budget fédéral 2021. J'espère que chacun d'entre vous pourra dire qu'est-ce que vous attendez du budget et comment c'est comporté. Et parce que le service de l'enfance et l'éducation à l'enfance, ça faisait tellement une grande partie. Mona, on va commencer avec vous. Alors, désolée, j'ai pensé que je parlerais en dernière, mais je vais essayer de garder ça dans mes 3 minutes. Mais j'ai jamais vu autant de pages dans un budget fédéral sur le service de garde à l'enfance. Et alors, je vais essayer de prendre le temps plus tard pour répondre à toutes les questions, pour rapidement répondre ce qu'on cherchait dans ce budget pour les avocats des enfants et des femmes. On cherchait ça depuis les dernières 40 ans.
ce qu'on voulait voir du gouvernement fédéral qui prend la responsabilité de transformer l'approche qui est basée sur le marché, sur comment fournir des services de l'enfance et de changer ça à des services publics et gérés de manière publique pour les enfants. Alors, pour le ministre des Finances, gouvernement fédéral, on dit qu'il y avait l'intention de construire à travers le Canada une manière de service de garde à l'enfance éducative. On a vu un consensus qui était très fort, qui a émergé dans les dernières années, mais était vraiment solidifié à travers la pandémie, que l'accès aux services de garde à l'enfance est essentiel pour la participation des femmes et des mères dans le travail. Et c'est essentiel aussi pour la sécurité économique des femmes. Et c'est essentiel à une économie en santé et inclusive et aussi pour la croissance économique. Alors, le budget 2021, ce qu'elle a fait, ça a donné plus de détails comment le gouvernement fédéral pense qu'ils vont vraiment construire ce système au Canada. Alors, ceci, on a donné des notes plus hautes parce que plus ou moins le budget est vraiment à la lettre et au dollar proche a vraiment fait ce que le mouvement voulait. Alors, le budget reconnaissait qu'on avait besoin d'un système universel pour les enfants, où tous les enfants et les jeunes ont accès, peu importe leur milieu socio-économique, leur langage ou leur identité culturelle. Et au même moment, ce budget voit que c'est important d'avoir une approche universelle qui respecte pour les peuples autochtones, d'avoir quelque chose de particulier pour eux. Et il y a eu beaucoup de consultations avec les peuples autochtones et leurs communautés. Et ce budget a dit qu'il va y avoir des budgets séparés, distincts pour assurer les services de garde à l'enfance éducative des peuples autochtones. Un autre élément important, c'est que pour une éducation à l'enfance très tôt a besoin d'être de haute qualité et le bien-être des enfants a besoin d'être centré. Et aussi, c'est le service de garde à l'enfance, mais aussi éducation a besoin d'être centré. Et les personnes qui travaillent dans ce système ont besoin de recevoir les valeurs et une compensation importante. Et puis, on parle de l'argent dans le budget. Alors, ça nous donne des nouvelles capacités de dépenser au niveau fédéral pour le soin des enfants, pour 34 trilliards. Alors, c'est 30 trillions de fonds. Alors, ça va augmenter d'un autre 4 trilliards. Et pour 2025, chaque année, on va réussir à dépenser 1,9 milliard de dollars. Alors, il faut donner de plus de chances à avancer dans les prochaines 5 ans. Alors, juste pour mettre ça en contexte, dans 2017, ce que le gouvernement a dépensé dans un an, c'était juste 800 millions. Alors, on augmente de beaucoup, de 9,2. Alors, cet argent va être disponible à les provinces et territoires. En particulier, le gouvernement veut que cet argent soit capable de descendre les frais en couper ça par la moitié pour que ça, on retrouve une moyenne à 10 dollars par jour, peu importe l'âge de l'enfant. Aussi, on veut utiliser cet argent pour donner plus d'inclusivité et accessibilité à l'accès. Et on veut assurer que c'est dans les secteurs publics. Alors, d'aller les secteurs de profit et aller vers les secteurs publics. Et puis, ça, c'est un autre
Et on veut aussi parler des salaires très bas dans le secteur. Alors, Alex, on veut parler, aller à vous pour parler de logement et les femmes dans le budget. Alors, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, avec ce budget dans le réseau d'itinérance des femmes, on était très, très contents de voir l'argent qui était investi pour les logements et contre l'itinérance et tout l'argent aussi qui a continué dans nos promesses électorales. Alors ça, c'est vraiment important pour arrêter l'itinérance au Canada, mais on a peur que ces affaires avancent pas assez loin, qu'on a besoin plus de financement. Et c'est pas juste une question de financement, mais c'est clair, ça fait une grande partie. Alors, cet investissement historique pour les enfants est vraiment intéressant et aussi le 15 pièces minimum de salaire actuel. Et je pense que ça va vraiment aider les femmes et les personnes d'une diversité de genres qui sont vraiment impactées par la pauvreté. Une autre affaire plus spécifique qu'on regarde, c'est vraiment une stratégie plus pour les personnes autochtones dans le milieu urbain. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu qui était omis dans le budget parce que plus que 40 personnes sont les autochtones qui vivent les situations d'itinérance dans les secteurs urbains. Alors, ça, on a un grand trou. Alors, même s'il y a d'autres investissements très intéressants, on aime ça, les 2,2 milliards de dollars qui vont aider les femmes autochtones disparues et assassinées à travers le monde. Mais pour le logement et une stratégie de logement, on aurait pu aller vraiment plus loin pour les femmes, les filles autochtones et des bispirituels. Alors, ce budget 2021 va aussi lancer sur une initiative de logement rapide, alors de créer les logements abordables de manière rapide. C'est 1,5 milliard de dollars et 25 de ça, c'est alloué pour les logements destinés aux femmes. Alors ça va directement sortir des femmes de l'itinérance. C'est important, mais pour réussir, les personnes qui sont dans une situation d'itinérance cachée, on a besoin d'être capable de les viser personnellement. Et ces femmes vivent beaucoup de ces situations. Alors, rester chez des autres personnes, rester dans les places insécuritaires, échanger les services sexuels pour le logement. Et tout ça, on a besoin de vraiment trouver une manière de focuser sur les situations féminines dans ces situations, parce que souvent, les femmes vont chercher les systèmes informels pour s'entraider et moins dans le secteur professionnel ou public. On est aussi intéressé par l'allocation canadienne au logement. C'est un autre 315,4 millions dans les prochaines 7 ans, mais ça ne va pas assez loin de tout pour vraiment changer de quoi dans la crise d'itinérance au Canada. Et on a besoin aussi de rendre plus accessible à des personnes qui sont sur l'aide sociale ou aux faibles revenus pour vraiment mettre l'argent dans les poches des femmes et des personnes de divers genres. On a besoin de réduire les obstacles pour aussi avoir accès à ces services parce qu'on sait beaucoup, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir accès et n'accèdent pas à ces services. Il y a plein de raisons, c'est compliqué d'expliquer pourquoi, mais on a besoin de vraiment enlever ces obstacles, d'avoir accès à cet argent et ces fonds parce qu'on veut qu'elles ont accès. Je ne sais pas si... oui, j'ai plus de temps. Alors, je veux... désolée, mon nom, le nom, c'est juste Alex. Alors, merci, Alex. Alors, en pensant
de tout ça et les personnes qui étaient reçu les plus impacts du pandémie. Diarra, est-ce que tu peux expliquer l'impact du pandémie? Alors, comment est-ce que ce budget fédéral vient pour nous aider? Alors, l'argent qui va être dépensé dans les prochaines années sur une plateforme numérique pour essayer de remplacer la manière de gestion cas par cas que même le ministère a dit que c'était dépassé ou ancien. Alors, Canada, de manière très claire, veut être une destination dans le monde entier pour les migrants. Et on voit que Service Canada va recevoir 15 millions à travers 3 ans pour appuyer les groupes communautaires, pour les programmes qui vont centraliser les travailleurs et travailleuses migrantes. Et quand il y a les orientations en arrivant et aussi pour les situations d'urgence, etc. Alors, l'immigration et réfugiés et citoyenneté au Canada va recevoir 35 millions à travers les 3 prochaines années pour que les travailleurs temporaires étrangers ont des meilleures conditions de travail et qui sont protégés. 6 millions va aller à aider les permis ouverts au travail pour les travailleurs et travailleuses vulnérables et aussi pour les femmes racisées, nouvelles arrivants, ils vont avoir l'argent et pour donner plus de capacité dans les services avec un service à la clientèle pour assurer que il répond rapidement à des questions téléphoniques et par courriel parce que dans les derniers bouts, personne ne peut recevoir une réponse quand on a des questions, des fois des mois de juste un courriel ou un appel téléphonique. Alors, il y a aussi des autres changements possibles ou proposés pour l'axe sur la protection des immigrants et réfugiés pour essayer de améliorer la capacité de devenir citoyenne, d'être capable d'identifier les candidats qui pourraient trouver du travail au Canada et aimeraient être des résidents permanents au Canada. Alors, c'est un système d'express, mais oublie ça, on ne veut pas parler que c'est comme rapidement que n'importe qui peut rentrer au Canada facilement. C'est juste une manière qui va en ligne, qui peut regarder de voir si tu es admissible et comment tu rentres dans le secteur de travail. Alors, on a 15 millions, je pense, dans les prochaines années pour les femmes nouvelles arrivantes qui a commencé en janvier 2019 pour un budget de 2018
mais ça va continuer pour les prochains 3 ans, c'est de vraiment d'accélérer la capacité de trouver des emplois et de faire du réseautage pour les femmes racisées. Je pense que je vais arrêter là et on va avancer. Alors, pour vraiment être capable d'adresser le racisme systémique dans le plan de relance économique. Alors, merci pour la bonne question. Alors, en ce moment, ça sent un peu différent. Alors, il faut dire qu'on ne peut pas oublier le mouvement féministe au Canada. On ne peut pas lire un journal avant de voir les impacts de genre. Mais une des questions, est-ce que ces changements sont assez intersectionnels? On a vu qu'il y avait un peu d'argent pour les communautés noires, les communautés autochtones, mais est-ce que ça, c'est assez pour une stratégie nationale pour vraiment adresser le racisme et le racisme systémique? Et non, on ne peut pas avoir un relancement économique quand on a la haine, la violence et on voit les impacts de santé mentale. Et ça, c'est épouvantable. Alors, sur ce niveau-là, il y a plusieurs organisations qui diraient non, c'est pas suffisant. Alors, comment est-ce qu'on va vraiment mesurer le succès? Est-ce qu'on regarde juste les emplois et les niveaux d'employabilité ou est-ce qu'on va vraiment être capable de voir les détails? Alors, on a vu l'argent qui était mis pour faire augmenter la capacité de vraiment trouver ces données. Mais une affaire, c'est de faire la collection de ces données, mais après de vraiment prendre les décisions selon ces données, c'est difficile. Alors, ça, c'est notre premier budget post-pandémie, pendant la pandémie. Et la première fois que c'est une femme qui a présenté le budget. Alors, on voit des investissements majeurs dans le soin et le soutien. Et je pense que ça va être partie de le chemin quand on avance pour le relancement. Mais aussi, pour les communautés et le secteur communautaire et des OBNL et tout ça, on a besoin de plus d'argent là-dessus. Alors, on voit un peu d'argent qui rentre pour aider les services communautaires. Mais est-ce que cet argent va être distribué de manière intersectionnelle? On ne sait pas. Et j'aimerais aussi mentionner d'autres faillettes qu'on a vues. L'Association pour les personnes autochtones urbaines, on a dit qu'il n'y a pas assez qui a été fait pour les autochtones urbaines. Et pas assez d'argent non plus pour les communautés queer, les bispirituels et queer. Alors, il appelle pour plus d'argent et il dit que c'est pas suffisant. Et ça, c'est des organisations qui sauvent les vies. Non plus, il n'y a pas eu assez pour les jeunes de diversifier, les racisés. Et ça, c'est une des grandes populations qui est en train de grandir le plus vite, mais aussi, ils ont reçu les impacts les plus sévères en ce moment et le budget n'a pas fait assez pour eux et elles. Alors, merci beaucoup. Il y a eu tellement d'affaires intéressantes. Catherine, c'est quoi ton analyse pour les travail de femmes et les emplois des femmes? Alors, merci beaucoup. C'est tellement intéressant de participer à ce débat et savoir qu'est-ce qui va venir dans les prochaines années. Et c'est clair, cette date en avril, que c'était une journée pour les histoires et le fait que 9,2 milliards étaient annoncés pour le soutien des enfants au Canada. C'est clair, c'était une grosse affaire et c'est à cause des militants pour les femmes qui ont fait ça. Alors maintenant, la question, c'est plus comme est-ce que ça va vraiment livrer ces changements avec cet argent? Alors, j'aimerais dire que c'était, oui, un budget historique. Et c'est là pour adresser les différents obstacles que les femmes font face, pour aider avec le service de garde à l'enfance, pour l'éducation et pour
idéalement investir dans un plan Action nationale contre la violence genrée. Et puis, pour les femmes autochtones disparues et assassinées, alors on parle aussi des données, qu'est-ce qu'on va faire aussi, et de réfléchir aussi sur l'équité de travail et de changer qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens et dans les milieux de travail. Alors, il y avait aussi quelques autres problèmes et des lacunes. Ce qu'on a vu, je vais noter deux en particulier. Il y avait un où les politiques cruciales sur la réforme des assurances-emploi et aussi les prestations d'invalidité ou de handicap. Et ça, c'était vraiment troublant parce que le budget n'a pas livré sur cette promesse ou espoir qui vont aider avec les récipients de PCU qui sont maintenant poussés vers la pauvreté à cause de la situation. Il n'y avait pas vraiment un cible ou un focus sur les familles la plus marginalisées, surtout nombreux ménages des femmes et tout ça, le travail payé et non payé. Alors, c'était un peu troublant quand on regarde la future, qu'est-ce qu'on va faire? Aussi, je pense, le monde voulait des investissements transformationnels pour les soins à l'enfance à longue durée. Mais on n'avait pas vu beaucoup de détails comme qu'on a vu pour les enfants et le service de garde à l'enfance. Alors vraiment pour les soins, comment ça va être différent en les provinces et territoires, vraiment comment cet argent va être livré. Et une des grosses questions qu'on avait, c'est vraiment, c'est où l'argent? Alors peut-être vous trouvez ça un peu bizarre de questionner vraiment c'est où l'argent, mais quand on essaie de regarder de loin, il n'y a pas nécessairement un plan pour les revenus avec ce budget. Alors, si on voit un peu qu'est-ce qui est visé pour cette année, l'argent, c'est beaucoup, c'est extraordinaire pour la pandémie. Ça a vraiment augmenté l'échelle. Mais si vous regardez plus loin que ça, qu'est-ce qu'on va vraiment faire pour financer un relancement juste dans la manière de genre? On, on voit que le gouvernement semble de faire la même revenu des impôts et des impôts comme très bas. On espérait que l'économie va revenir et générer ces revenus nécessaires. Mais quand on regarde comment ils vont essayer de chercher plus de revenus, le gouvernement, ils ne l'ont pas pris. Pas un taxe ou une imposition sur la richesse. Alors, il faut vraiment regarder ça aussi pour essayer de viser la future, de voir comment ils vont continuer de dépenser pour ces enjeux. Et puis, on voit que ça va shooter comme avant la pandémie. Alors, ça nous donne une question de qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer. Est-ce que ces investissements vont continuer, vont mener à des résultats futurs? Alors, ça, c'est un bon document, mais est-ce qu'on va être capable de vraiment changer des affaires avec ça? Alors, on va laisser ça là. Alors, merci, on va avancer à ce point. Alors, je veux juste lancer que oui, c'était un moment d'historique, mais j'aimerais vous tous et toutes de qu'est-ce qui va passer après, parce qu'on a déjà entendu ces affaires en avant, que les gouvernements vont nous aider pour le logement abordable, pour les services à l'enfance, etc. Mais chaque jour, chaque année, on revient ici, on fait les mêmes commentaires critiques. Alors, il y a beaucoup qu'on peut dire que de parler, c'est pas cher. Les mots sont pas chers.
Alors, c'est quoi les engagements et les débats que nous voulons voir pour chacun des partis avant les élections? Alors, maintenant, on va changer et c'est Catherine qui va retourner. Alors, je pense qu'il n'y a aucune illusion pour nous qu'on ne pense pas qu'il n'y a pas une lutte devant nous parce qu'on sait très bien que même les mouvements pour le service de garde à l'enfant et soutien d'enfants, elles vont continuer de lutter. On ne va pas arrêter la mobilisation à travers le pays. Je voulais mentionner que j'ai vu la réponse plus conservative et les gouvernements conservatifs qui ne veulent pas voir ce genre d'investissement. Et les commentaires conservateurs, comme on a vu aux États-Unis. Et alors, quand ce genre de budget focus sur le soutien des enfants, il y a un backlash. Alors, genre, cette idée d'un agenda ou un ordre du jour féministe, il faut qu'on réfléchisse c'est quoi les réponses. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va avancer et continuer dans cette lutte? Alors, mes réflexions, je pense qu'il n'y a aucune question qu'on a besoin de continuer de pousser pour un plan de relancement juste et équitable. Un des affaires, on a besoin de focuser sur les revenus sécuritaires et tous les bénéfices à les personnes ou des assurances d'employabilité. On a besoin de pousser pour ça. L'appui était là, c'était intéressant pour les familles en situation de pauvreté, mais on a besoin de continuer à pousser. On a besoin de continuer à pousser plus fort pour les bons salaires et les conditions de travail. Alors, je pense que on va continuer sur cette question et on a besoin de pousser plus pour cette économie de soutien et de l'aide. Et quel genre de leadership on a besoin du fédéral pour aller de l'avant, surtout quand on parle beaucoup les espaces des provinces sont différents. Alors, on a vu des modèles, mais c'est pas ça. Et aussi, on a besoin de réfléchir, c'est quoi une vraie manière d'impôt ou taxation neutre? Système d'imposage et de taxes sont vraiment plein de biais au niveau de genre. Alors, nous, on a besoin de plus de revenus pour appuyer des communautés justice genrée. On a besoin de l'argent pour le faire. Anjan, qu'est-ce que tu aimerais voir dans cet agenda, dans le budget? Alors, je pense que ça a besoin d'être intersectionnel, intergénérationnel et à travers tous les secteurs aussi. Alors, souvent dans le relancement économique, dans le passé, mais pas nous, mais souvent, on regarde le secteur privé pour la création d'emplois, pour revenir d'une crise. Mais nous, on sait, les personnes ici, qui étaient en train d'investir et sauver nos communautés. C'est tous les groupes communautaires, les OBNL, les groupes charitables, les syndicats. Mais nous, on n'est pas autour de la table quand on parle de ce relancement économique. Alors, il faut que vous investissiez dans nous, ces groupes communautaires, pour avancer, parce qu'on ne va pas avoir un relancement sans nous. Alors, une de mes craintes, c'est les vaccins sont disponibles et le monde commence à les prendre. Mais j'ai peur que peut-être après que certaines communautés vont être plein vaccinées, d'autres ne vont pas être de tout. Alors, on va voir la division et les impacts de ce relancement vraiment clair. Et on ne peut pas oublier ça dans l'élection qui s'en vient. On connaît les impacts genrés de cette crise. Alors, il faut continuer à taper là-dessus dans l'élection qui s'en vient.
Quand on pense à qu'est-ce qui était là pour nous sauver pendant la crise, c'est vraiment une question de logement, sécurité et abordable et des conditions de travail adéquates et qu'il peut avoir des journées de maladie payées. Alors, on ne peut pas avoir un relancement économique ou une sortie de crise sans ça. Alors, est-ce qu'on peut imaginer ça serait quoi de commencer ta vie d'adulte dans une pandémie? Alors, tout leur futur était perturbé. Si on ne fait pas quelque chose, on va voir les conséquences à travers les 10 prochaines années. Alors, les générations Z, les millennials, souvent, ils sont dans les gros blocs de voteurs. Alors, on a besoin de voir c'est quoi qu'on va leur laisser et quel parti politique va nous aider les jeunes. Diara, qu'est-ce que tu aimerais voir? Alors, je vais aller en français pour avoir un peu de son de français. Alors, j'ai dit que j'irais en français, mais j'ai parlé en anglais. Pour élargir le bassin de candidats au Canada doivent être discutés. Les critères de sélection continuent de rester les mêmes, avec des exigences qui continuent de privilégier les candidats masculins au statut d'immigration comparé aux femmes. Je dirais que la deuxième chose serait la régularisation. L'idée, c'est que on a déjà des gens qui sont sur le territoire canadien, beaucoup de femmes qui sont actives, qui travaillent déjà dans les situations de service, de travail extrêmement difficiles, des travails du care, des travails encore de prendre soin des autres. Et en fait, les objectifs d'immigration, des chiffres d'immigration du Canada pourraient être atteints très rapidement et efficacement si on introduit un vaste programme de régularisation pour permettre aux personnes qui sont déjà au Canada de demander la résidence permanente. Des milliers de résidentes sans papier et de personnes qui ont un statut d'immigration précaire sont déjà membres de nos communautés et apportent de bonnes contributions économiques, sociales et culturelles. Alors, leur permettre de rester légalement au Canada serait la chose à faire. Troisièmement, je parlerai de l'analyse de l'équité intersectionnelle pour toutes les décisions de financement, pour que les communautés et les groupes autochtones noirs, racialisés, les femmes de genres divers, personnes handicapées, jeunes, LGBTQ2 et à faible revenu soient équitablement soutenus et que les désavantages disproportionnés soient éliminés. Finalement, je dirais, et ça c'est extrêmement important, éliminer le statut d'immigration comme condition d'accès au logement et à d'autres soutiens afin que les femmes et les enfants qui ont un statut d'immigration précaire ne soient pas exclus de ces investissements. En particulier, j'aimerais demander au gouvernement, et que ce soit dans l'agenda, d'éliminer l'obstacle systémique à l'allocation canadienne pour enfants pour les parents qui ont un statut d'immigration précaire. Merci. Thank you so much for that, Dahara. Merci beaucoup, Derara, pour ça. Alors, pour le dernier mot là-dessus, Mona, c'est pas le dernier mot, non? C'est juste dernière sur cette question-ci. Il y a aussi Alex. Est-ce que Yael devrait aller en premier? Alex, c'est à toi. Désolée. Alors, je pense qu'on parle de la prochaine élection. On a besoin des objectifs à des droits et la justice. Alors, en 2019, on avait une stratégie nationale sur le logement pour essayer de mettre que le logement est un droit, c'est maintenant une loi. Alors, on veut apporter le Canada au standard de le droit international qu'on tombe très loin d'être à ce niveau. Et on parle souvent des femmes qui vivent dans l'itinérance. Souvent, elles n'ont pas accès à leurs droits et elles ont des droits.
Et nous, on a besoin d'assurer que nos données est reflétées dans les lois, les politiques. Alors, comment est-ce qu'on va vraiment mesurer qu'est-ce qui est abordable réellement? Et on sait qu'il y a tellement des besoins en logement, on n'est pas, il reçoit pas de tout qu'est-ce qui est vraiment abordable. Alors, on a besoin de logements de plus en plus abordables. Et on a besoin d'un élargissement dans les subventions pour les logements permanents à travers le Canada, dans les communautés plus diversifiées qui ont plus d'impact de l'itinérance. Et ça, c'est une des seules manières d'aller vers la justice. Et ça c'est comment on commence à lutter contre l'oppression, la discrimination, la violence à caractère sexuel. Alors, on a aussi besoin quelque chose pour les enjeux autochtones, urbaines et leur situation de logement, qui est pour et par les personnes autochtones. Ça, c'est vraiment important. Et parce que le processus de décolonisation et réconciliation, c'est essentiel pour le droit au logement. Et on a besoin d'impliquer les personnes qui ont déjà vécu de vivre sans un logement, d'être itinérantes. Et ça, on veut suivre leurs conseils. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le milieu logement, que les communautés qui sont très impactées qui ont déjà vécu l'itinérance, on a tellement de choses à offrir parce que si on ne nous écoute pas, on ne va pas être capable de donner plus et je veux vraiment que ça soit pris au sérieux. I know that we are short on time and I know Morna has to go. We had a Je question. sais qu'on manque un peu de temps et que Mona a besoin de partir. Et parce qu'il y a une question en particulier, parce qu'on manque de temps et on a juste 25 minutes, mais il y a une question dans le chat que je vois qui est venue d'une personne. Comment est-ce qu'on peut assurer que le service de garde à l'enfance et l'éducation plutôt soient inclusives, surtout pour les enfants handicapés et les enfants sourds et pour leurs parents qui risquent d'avoir des capacités différentes aussi. Alors, je vais juste commencer là. La manière qu'on fait ça est de soulever tous les enjeux que les autres panélistes ont mentionnés, que nous, on prend la responsabilité de mener ces revendications sur les politiques. Et une des difficultés avec les élections fédérales, des fois, on donne le débat politique aux partis politiques. Et non, ça devrait être par rapport les citoyennes et les personnes qui habitent au Canada. Nous, on devrait être capable d'amener les enjeux, d'entendre ça parler dans les débats électoraux. Alors souvent, je sens que les partis politiques vont réduire les gros enjeux vraiment à des petites citations et ça se cache souvent nos gros enjeux et ça fait mal à toutes nos questions intersectionnelles et ça simplifie de trop. Alors nous, on a besoin de prendre ça en charge et rentrer dans l'élection pour vraiment parler de nos enjeux, qu'est-ce qu'on veut voir, d'être capable de les articuler et pas juste utiliser une plateforme d'un parti politique, mais de créer nos propres plateformes. Alors si c'est physique, peut-être électronique, on va voir avec la pandémie, mais c'est à nous de décider et insister. Pour les soins de l'enfance, et je pense que ça ne va pas être un enjeu réellement parce que tous les partis politiques semblent dire que oui, c'est un enjeu important pour une relance économique. La difficulté va être, c'est comment on va rendre ça plus abordable, le service de garde à l'enfance et tout ça. Et puis, c'est la même chose avec le logement. Qu'est-ce qu'on veut dire comme abordable?
Alors, cette question d'accès, c'est la même chose pour les soins d'enfants et les appuis économiques ont besoin d'être ouverts à tout le monde au Canada. Ton statut ne devrait pas créer un conflit. Alors, les conservateurs vont probablement dire qu'il faut donner l'argent aux parents et puis on utilise le marché libre pour gérer ça. Alors, dans cette élection, et comme Catherine et d'autres ont mentionné de comment on va dépenser cet argent, est-ce que c'est le gouvernement fédéral puis provincial? Est-ce que les dépenses devraient être vers le privé, l'individu, ou ça devrait être plus du gouvernement redistribuer la richesse et créer la richesse publique et accès public à travers les services publics. Alors, je pense que ça va être un des gros débats, ces élections, et que nous avons besoin d'être impliqués dans ce débat et de réfléchir toutes ces questions de genre et de statut, de personnes racifiées, diversifiées. Alors, ça touche à plusieurs enjeux et ils sont tous intersectionnels. Alors, ça, c'est tout le temps que j'avais. Merci beaucoup, Morna. Je vais juste lancer une autre question rapidement à tous les panélistes. Je pense que c'est important de vous donner une idée. Ça va être quoi le débat politique? Alors, on veut dire, ça serait quoi votre priorité pour cette alliance? Alors, le pandémie a ouvert une fenêtre politique. Alors, peut-être on peut faire des affaires plus rapidement qu'avant, mais on a besoin que cette fenêtre reste ouverte. Et comment on fait ça? C'est vraiment que dans le discours et le dialogue public, on parle de ces enjeux. Alors, tout le monde qui nous écoute ici, il faut sortir vos messages politiques. Nous avons besoin de prendre la place dans les médias. On a besoin d'écrire, parler aux journalistes, assurer qu'ils nous écoutent. Merci, Andrew. Alors, une priorité, c'est dur de prendre juste un. Moi, je dirais la sécurité de revenus est essentielle pour être capable d'avancer après la pandémie. Ça serait quoi un système de sécurité, des finances, des revenus pour les familles? On a besoin de voir comment on a des assistants économiques et des programmes de vraiment regarder sur un débat public, d'avoir une autre vision de comment ça devrait être. Merci, Dara. Est-ce que tu as... son micro est fermé, je crois. Still 1 year later. Ça fait 1 an, j'ai toujours les mêmes problèmes avec Zoom. Alors, moi, je dirais que les femmes nouvelles arrivant racialisées, qu'elles auront des droits et le soutien pour arriver à leur potentiel quand ils arrivent ici. Et alors, pas juste aller plus vite pour que le monde se rende ici, mais quand elles sont ici au Canada, d'assurer leur santé et leur sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi et je pense que c'est intersectionnel avec les autres enjeux qu'on a mentionnés comme le logement, le soutien d'enfants et le travail. Merci. Et Alex, une dernière chose, désolée, je pense toujours que c'est le logement qui est un autre enjeu qui est très intersectionnel. C'est aux racines de comment on habite comme être humain et c'est tellement important. Je pense que j'aimerais vraiment voir ça dans l'avenir et puis comment on peut engager cette question de droit et qui a les droits et comment on peut rentrer et aider les communautés qui sont vraiment défavorisées de manière systématique.
Alors finalement, Mona, alors je pense que peut-être c'est trop large, mais dans cette élection, je pense qu'on a besoin de parler de toute cette relance économique soit inclusive. Alors, on a vu des élections fédérales et tellement dit qu'on va soutenir les services aux enfants. Mais cette fois-ci, je pense que ça va arriver. Je pense que c'était historique et intéressant, ce budget. J'ai jamais vu ces promesses avant, mais je pense que c'est possible à les perdre facilement. Alors, c'est d'assurer à cette élection fédérale qu'on assure que le progrès continue à avancer, on ne perde pas nos gains. Je veux juste vous remercier largement. C'était tellement une bonne discussion et c'était juste un petit parti ou un petit goût de qu'est-ce qu'on a pour avancer. Qu'est-ce qu'on veut faire pour la justice des genres, les justices et les droits de femmes. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et on a eu un commentaire dans le clavotage. Alors maintenant, c'est le moment qu'on veut créer la société future qu'on a besoin et qu'on mérite. Alors, merci beaucoup pour la discussion. Et merci pour les questions dans le chat. Je suis vraiment désolée qu'on n'était pas capable de répondre à toutes les questions, mais merci beaucoup aux interprètes et tout le monde qui a fait le travail en arrière-plan. Alors, je vais juste donner le micro à Jacqueline pour voir. Non. Animé une discussion fort intéressante, ainsi qu'à nos panélistes Alex, Anjum, Diarra, Catherine et Morna, qui ont amené des points importants à intégrer dans notre travail pour être capable et assurer de militer en faveur des droits des femmes et de la justice de genre de façon importante. Donc, on aimerait, je vais juste prendre 2 minutes, on aimerait inviter nos écouteurs à suivre nos démarches durant les prochaines semaines et les prochains mois pour assurer que ces enjeux soient sur l'ordre du jour durant une éventuelle campagne électorale. On sera bientôt un prochain webinaire sur les sujets de la violence fondée sur le genre et on travaille sur plusieurs outils afin que nos supporters soient en mesure de soutenir la campagne et nos appels à l'action. Donc, on vous invite simplement à visiter notre site web maintenant disponible pour plus d'informations sur comment endosser et promouvoir ces appels à l'action et pour s'impliquer de façon directe au seuil du comité organisateur ou en soutenant la campagne financièrement. Parce que ça prend des sous pour organiser de tels événements, assurer une interprétation, etc. Et donc, c'est ça. Suivez-nous et restez à l'écoute pour plus d'informations sur nos prochaines étapes. Et encore merci et à bientôt.